première conférence qu'on voulait, avec Serge Renaudy, c'est qu'au fond, qu'on fasse un peu un retour sur l'histoire de ce centre-ville. Et il nous semblait important de démarrer par ça, puisqu'au fond, ça se passe dans ce centre-ville, et qu'on fasse un peu un retour, comment c'est construit et c'est fait ce centre-ville. Donc voilà, je vais passer tout de suite, on va aller rapidement, je vais passer la parole à Jean-Pierre Merlot, qui va nous présenter donc les circonstances de cette construction, de cette rénovation. Donc avant d'entrer de plein pied en fait dans l'objet affiché de ce festival qui rend hommage aux travaux de René Gailloustet et de Jean Renaudy pour au centre-ville d'Ivry, il nous a semblé indispensable dans un premier temps de revenir sur le contexte général dans lequel a été initiée cette opération de rénovation urbaine, et dans un deuxième temps de mettre en évidence les objectifs initiaux, identifier les principaux obstacles politiques, culturels et les difficultés et contradictions auxquelles cette opération très lourde pour une petite commune de première couronne ont donné lieu. Lorsque la municipalité d'Ivry décide la rénovation de son centre-ville en 1960, la région parisienne est l'enjeu de nouvelles politiques d'aménagement du territoire national, l'État prenant la main sur les collectivités locales pour imposer une profonde mutation économique et urbaine de la région capitale. Ces transformations opérées dans un temps record ont jeté les bases d'une nouvelle trame métropolitaine en rupture avec la croissance concentrique et désordonnée autour de la capitale. Elles ont engendré des effets à long terme sur la petite couronne et esquissé les premières réponses concrètes à une problématique déjà ancienne et au cœur de l'actualité d'aujourd'hui, à savoir celle du Grand Paris. Donc avant de laisser la parole à Raymonde Laluc, dont l'activité en tant qu'adjointe au maire d'abord et puis comme directrice de l'OPHLM a été déterminante dans l'élaboration et la conduite de la rénovation du centre-ville avec l'appui technique et opérationnel de la Société d'économie mixte d'Ivry, donc mon intervention a pour objet de tenter schématiquement et très très brièvement de rappeler les principaux éléments contextuels de cette opération, sachant que le centre-ville, ça n'est pas qu'une histoire d'une opération, c'est aussi, à l'heure où la ville connaît de profondes transformations, en particulier le long de la 305 et puis à Ivry-Port, le statut et le devenir du centre-ville demeurent une question de brûlante actualité. La rénovation du centre-ville d'Ivry constitue une opération d'architecture et d'urbanisme, d'initiative municipale prise en charge à part entière par la municipalité. À bien des égards, elle se distingue d'autres opérations d'urbanisme engagées au cours des années 60-70 par son ampleur au regard de la taille de la commune, par son ambition architecturale et programmatique et la volonté affichée par la municipalité de contenir les risques spéculatifs en accordant au logement social HLM puis PLA, après la réforme du logement, une place de choix dans la programmation du nouveau centre-ville. Donc, je vais rappeler brièvement les principaux éléments du contexte général et indiquer très schématiquement la situation de la commune dans les années 60-70, sachant qu'il y a l'ancien maire Jacques Laloué qui est là et qui pourra donner des éléments plus précis. Tout d'abord, dans le contexte général, l'État vise à réorganiser la région parisienne en renforçant le pouvoir de l'État par le fractionnement des pouvoirs locaux. C'est l'idée principale qu'on peut retenir du contexte politique de l'époque, du lancement de la rénovation du centre-ville. La mise en place d'une organisation administrative nouvelle, propre. Donc je vais essayer de détailler les différents éléments qui constituent la politique de l'État dans les années 60-70 sans trop m'appesantir. La mise en place d'une organisation administrative nouvelle propre à la région parisienne résulte d'un vaste mouvement de réforme engagé en 1958 et 1959, souvent par des ordonnances, par le pouvoir en place. La ville, en pleine réflexion sur l'aménagement de son territoire, s'appuiera sur les décrets de 1958, sur les rénovations urbaines et la résorption des îlots insalubres, considérant que les décrets ouvrent des perspectives de financement par l'État des opérations de rénovation urbaine, ainsi qu'une part importante du financement des équipements publics qui les accompagnent.
Néanmoins, la loi dite d'orientation foncière, qui sera votée en 1967, et qui définit, les principaux et les premiers documents d'urbanisme destinés à l'échelon local, c'est-à-dire les plans, c'est de là que datent les plans d'occupation des sols, les SDO, la taxe d'équipement, le coefficient des coûts d'occupation des sols, et puis les AC. Cette loi d'orientation foncière viendra sensiblement atténuer les perspectives de financement par l'État des opérations d'aménagement local. Dans la continuité des ordonnances de 1958, les principales réformes imposées par l'État sont au nombre de 5 principalement, c'est ce que j'ai retenu. Elles visent à renforcer le pouvoir de l'État afin que celui-ci soit en mesure d'entreprendre et imposer aux collectivités locales une profonde reconfiguration économique et urbaine de la région parisienne, afin d'en faire la capitale économique du marché commun naissant et l'une des toutes premières villes monde en concurrence avec New York, Londres et puis Tokyo. La première grande réforme résulte de l'ordonnance du 4 février 1959. Je m'excuse de ces rappels historiques, mais je pense qu'ils sont importants pour comprendre correctement le contexte dans lequel cette opération a été menée. Donc, elle résulte de l'ordonnance de février 59. Cette ordonnance crée le district de la région de Paris, dans lequel l'exécutif est confié au préfet de la Seine. Cette ordonnance soulève l'opposition des collectivités locales, qu'elles soient de la majorité ou de l'opposition. Le conseil municipal de Paris, le conseil général de la Seine refusent de désigner des représentants au district à cause de l'article 5 de l'ordonnance qui accorde au gouvernement le pouvoir exorbitant de prendre, par décret, toutes les mesures touchant l'administration, l'organisation, la transformation des collectivités territoriales composant la région. Cette loi vient s'ajouter au décret qui, depuis 1957, permettait déjà à l'État de réaliser, quelle que soit la volonté des maires, des grands ensembles ou des opérations d'urbanisme avec des permis de construire délivrés par le ministre de la Construction. Malgré ces oppositions, le district est finalement créé par la loi du 2 août 61. Certains élus municipaux des départements de Seine et de Seine-et-Oise considèrent qu'ils sont dépossédés de leur exclusivité sur les projets d'urbanisme. Et ces décrets, donc, limitent le pouvoir des élus locaux. À cet égard, je prends une citation de Roger Frey, qui était alors en 63 ministre de l'Intérieur, et qui, dans une lettre au président de la République, montre nettement l'objectif poursuivi par le gouvernement. Les assemblées délibérantes, je cite, départementales ou communales, ne sauraient avoir d'attribution aussi étendue que dans les autres départements. Les libertés locales seront maintenues dans la mesure où elles ne mettront pas d'obstacle à l'intérêt collectif. L'administrateur général pourra accorder concession aux organismes d'aménagement aux lieux et places des communes qui se seraient refusés. Le premier délégué au district de la région parisienne est Paul Delouvrier. Il est placé sous l'autorité directe du Premier ministre. Il est chargé de proposer au gouvernement et de coordonner la politique d'aménagement et d'équipement de la région parisienne sur la base d'orientations contenues dans le plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne, le PADOG, établi en 1960 et qui prévoit notamment de développer des villes à la périphérie de l'agglomération parisienne. C'est la première réflexion sur la perspective de construction de villes nouvelles. Le deuxième temps fort est la mise en place par l'État d'outils d'études, de planification et d'outils fonciers opérationnels dont il assurera directement le contrôle. Il s'agit rapidement de la création en 60 de l'IAURP, donc l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, qui est un outil d'étude, de prospective, de planification, dont la première mission sera la première esquisse de schéma directeur de la région parisienne. Paul Delouvrier en est le créateur. Aujourd'hui, l'IAURP s'appelle IAU, Institut d'aménagement et d'urbanisme. Il est présidé non plus par un représentant de l'État, mais par le président du conseil régional. Le deuxième élément, c'est la création par l'État de la FTRP, l'Agence foncière et technique de la région parisienne, qui est un outil foncier dont la compétence territoriale couvre l'ensemble au moment de sa création de l'Île-de-France.
Il œuvre dans 4 métiers, les études, montage, l'opération, ingénierie foncière, immobilière, aménagement, construction publique. Aujourd'hui, sous l'appellation Grand Paris Aménagement, donc actuellement, il est présenté comme l'outil privilégié avec la Société du Grand Paris qui s'occupe des infrastructures de transport pour l'aménagement du Grand Paris. Le troisième élément clé de cette réforme, outil clé de cette réforme, c'est la création en 1963 de la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire. La DATAR est le bras séculier de l'État. Il est chargé de concevoir et de mettre en œuvre les objectifs économiques du territoire national et d'aménagement du territoire national et exerce un pouvoir régulateur en matière de politique d'agrément pour les établissements industriels et commerciaux. La rénovation du centre-ville, à cet égard, sera longtemps confrontée à la DATAR pour l'obtention des agréments nécessaires à la réalisation de son programme initial. Le troisième temps fort, c'est le livre blanc de 1963. Il s'agit d'un avant-projet de programme d'équipement et d'aménagement de la région parisienne qui présente, dans les grandes lignes, les ambitions d'un futur schéma d'aménagement. Selon ce document, le développement de la région parisienne doit s'organiser dans le cadre d'une politique nationale d'aménagement du territoire, avec 8 métropoles d'équilibre en province, pour soulager la croissance de la région parisienne et aider au rééquilibrage économique et démographique du territoire national. De leur côté, les 17 départements qui composent le bassin parisien doivent contribuer également à décharger l'agglomération parisienne des perspectives de croissance, des hypothèses de croissance. L'objectif est d'entreprendre des actions au niveau de la région parisienne pour freiner l'arrivée de population, limiter la croissance démographique à 14 millions d'habitants à la fin du siècle. Le quatrième temps fort, après le livre blanc, c'est la loi du 10 juillet 64, et puis après, la loi du 10 juillet 64 portant réorganisation de la région parisienne. Sous l'impulsion de Paul Delouvrier, donc le responsable du district de Paris, le gouvernement de Georges Pompidou fait voter en 1964 la loi portant réorganisation de la région parisienne, qui donne naissance au département des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, par le démantèlement des départements de la Seine et de l'Oise. Et la naissance de ces départements ne sera réellement effective qu'en 1968, avec la construction notamment des préfectures. Les objectifs poursuivis par la loi de 64, à travers cette loi, il s'agit d'abord de démanteler le département de la Seine, dont le préfet avait plus de pouvoir que le délégué général du district, Paul Delouvrier, et éviter ainsi la concurrence à la tête de la région capitale contre le pouvoir d'État, jugé néfaste pour entreprendre l'aménagement de la région parisienne. Le deuxième objectif, c'est renforcer le pouvoir d'État en fractionnant les pouvoirs locaux, imposer le district de la région de Paris en démembrant le département de la Seine pour éviter l'émergence d'un contre-pouvoir local trop important. Le troisième élément, l'objectif, c'est de rétablir la solidarité à l'échelle régionale, en particulier en solidarité avec les territoires qui ont été délaissés au cours du 19e et du 20e siècle et qui composaient le département de la Seine-et-Oise. Enfin, le dernier objectif, c'est cantonner l'influence du Parti communiste français à un seul territoire, c'est celui de la Seine-Saint-Denis, et éviter que le PCF, à la fois à la faveur d'alliances avec le Parti socialiste de l'époque, le CFIO, ne reprenne les rênes du Grand Paris, donc du département de la Seine. Le cinquième et dernier temps fort de la réforme, c'est le premier schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne en 1965. En 1965, toujours sous l'impulsion de Delouvrier, est établi le premier et approuvé le premier schéma directeur d'urbanisme de la région parisienne, le SDO-RP, qui prévoit notamment le plafonnement de la population régionale à 14 millions d'habitants à horizon 2000, sachant qu'aujourd'hui, la population de l'Île-de-France stagne autour de 11 500 000 habitants. La création de 4 villes nouvelles autour de Paris, la décentralisation en province de nombreuses activités industrielles avec comme conséquence
le démembrement de l'espace industriel de première couronne et de Paris. Plusieurs centaines de milliers d'emplois, à la fois dans les grandes entreprises industrielles, mais surtout dans le tissu dense de PMI, PME sous-traitantes, sont en jeu. Ces dispositions et les actions qui l'accompagnent, notamment par la DATAR, engendreront une perte de plus de 30 000 emplois industriels par an entre 1960 et 1970. C'est pas trop long. Vas-y. C'est au public qu'il faut demander. Ah oui, vous me dites si c'est trop long. Alors, les axes stratégiques du SDO-RP visent à leur tour à rompre avec l'hypercentralisation des activités économiques et surtout industrielles en région parisienne et engager un processus de tertiarisation des emplois afin de conforter la place de Paris parmi les grandes capitales du monde. Deuxièmement, instaurer un schéma d'aménagement régional définissant une nouvelle armature régionale constituée par un Paris décongestionné, avec notamment le transfert des halles au cœur de Paris vers le mine de Rungis, qui sera inauguré en 1969, la création de nouveaux réseaux de transport collectif, donc les réseaux RER, le réseau autoroutier direction Paris-Province en radial, et l'extension de l'aéroport de Roissy, d'Orly, avec la création d'Orly-Ouest, et enfin l'autre élément de programmation de ce schéma directeur qui est déterminant pour Paris, c'est la création d'un aéroport international à vocation mondiale, Roissy-Charles de Gaulle, qui sera inauguré en 1974. Le dernier point, c'est faire coïncider les nouvelles villes préfectures issues des départements de la Seine et de Seine-et-Oise avec des pôles de restructuration de la banlieue dense dans le cadre de vastes opérations d'urbanisme en petite couronne, avec 3 villes principales, Nanterre, Créteil, Bobigny, et avec les villes nouvelles en grande couronne, Évry, Pontoise, Melun et Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Bon, à Ivry, en fait, dans ce contexte-là, Ivry, en fait, est en marge des grands projets stratégiques de l'État et demeure une grande ville industrielle, mais qui est, à la fin des années 60, confrontée à un déclin économique et démographique progressif qui s'accélère au cours des années 70. En 65, au moment où la rénovation démarre vraiment, Jacques Laloué, qui est ici présent, est élu maire et occupe dorénavant la place occupée pendant plusieurs décennies par Georges Marane. Georges Marane et son adjoint Venise Gosselin, qui était président de l'Interoffice et de l'OPHLM d'Ivry, esquissent tous deux les premières réflexions sur la rénovation du centre-ville, et ce sont eux qui font appel, sauf si je me trompe, au BERU, au Bureau d'études et de recherche urbaine, dirigé par des militants issus du mouvement chrétien progressiste, pour mener les premières réflexions et études sur l'urbanisation du centre-ville. Sur le plan démographique, la commune, donc, après une très forte croissance entre 54 et 75, plus 30%, connaît une chute sensible de sa population à partir des années 75. Donc moins 20% entre 75 et 80. Sur le plan économique, c'est le début, à partir des années 60, d'un véritable effondrement du tissu économique et industriel historique et donc des emplois industriels à Ivry. Alors qu'entre 1975 et 2008, l'industrie francilienne a perdu les 2 tiers de ses emplois industriels. Entre 62, donc de façon plus précoce, entre 62 et 81, la commune d'Ivry perd pour sa part plus de 11 000 emplois industriels, la part de l'industrie dans l'économie locale passant de plus de 50% à 14% en 1994. Alors, ce déclin, je passe parce que je vais laisser après la parole à Raymond. Concernant, pendant toute cette période de déclin économique et puis démographique de la commune, la ville et l'office d'HLM ne demeurent pas inactifs, puisque entre 1950 et 1976, c'est pratiquement 65% du parc de logement social qui est réalisé à Ivry, avec les cités, notamment cité Maurice Thorez, Gagarine, Pierre et Marie Curie. Alors,
si la ville échappe directement au grand projet d'aménagement de l'État, dans la périphérie de son territoire, se met en place de nouvelles infrastructures conformes au projet de réaménagement de la région parisienne. Alors, les quelques éléments qui structurent la périphérie de la commune, c'est dans le cadre des grands projets d'élargissement des nationales, des radiales, donc c'est la réhabilitation et l'élargissement de la RN 305 qui demandera plus de 50 ans à être réalisée, des procédures d'expropriation qui vont durer très très longtemps. Dans le même temps, à partir de 1968, c'est la réalisation du tronçon Porte d'Italie. Serge était étonné quand je lui disais que le périph' avait été inauguré en 1974. C'est pas si vieux, en fait, c'est pas si vieux. Et en 68, donc, a été engagée la construction du premier tronçon Porte d'Italie, Porte d'Ivry, mais aussi d'un des principaux échangeurs du boulevard périphérique, qui est la porte de Bercy, et le périphérique qui sera inauguré en 73. Autre grand chantier autour de Paris, donc c'est l'engagement de la mise en œuvre de la construction de l'autoroute A4, donc de l'autre côté de la Seine, et concomitamment la construction du pont Nelson Mandela en 1974, et puis en 1980, la livraison et la mise en service de la ligne C du RER. Voilà, moi je vous propose de m'arrêter là, puis de passer la parole à Raymond.